Jambo, Jambo FM. Jambo, Jambo, Jambo Radio. Jambo, 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 Jambo FM. Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jambo FM 91, un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siap. Chères auditrices et auditeurs, bon après-midi. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve tous les samedis de 14h à 15h sur Jambo Radio, la 91 FM de Only One. Et bien sûr, c'est votre émission entièrement dédiée au talent et au profit des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui encore, nous plongeons dans un univers fascinant aux compétences exceptionnelles où la résilience et l'adversité et mérite succès se rencontrent. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement parce que bien sûr, chaque semaine, nous mettons comme ça en lumière des invités spéciaux qui soient touchés par le handicap ou non, mais tous investis dans la promotion de l'inclusion. Appelez-moi Parfait Siap, l'homme toujours content, jamais de soucis. De l'autre côté de la technique, nous avons Arnaud Niossi qui assure bien sûr la mise en onde et la réalisation de ce programme. À présent, nous allons prendre une ponctuation musicale et retrouvons-nous juste derrière ceci. Amanda boy again. Whoa, whoa. Jambo FM, the only one. Una mano tomba zamba. Where wava mi samo Could it be ngolo Could it be ngolo Una mano tomba zamba. Misamo, kode bingolo, kode bingolo. You took me when I was down. You took me when it was over. Now that I am found. Now you are called Jehovah. People always tell me lies. They will always turn me down. But I will always be your son. Even though I do you wrong. Whoa. Even though I do you wrong. Whoa. Una mano tomba zamba. Where wava misamo Kode bingolo Kode bingolo. Una mano tomba zamba. Where wava misamo Kode bingolo
Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. Una mano tomba zamba Wewe wava misamo Kode bingolo Kode bingolo Una mano tomba zamba Wewe wava misamo Kode bingolo Kode bingolo Dodo alukbe, ayondu zabia, you know enasi, mbolfi ayo. Wetam wonazama. 91. Et oui, de retour dans ce studio, nous venons là de savourer Magasco avec Jacques-Greg Belobo dans le titre Zamba, bien sûr. Hein, nous avons l'honneur, le plaisir d'accueillir dans cette émission quelqu'un donc qui ne fait aucun doute dans son engagement et sa compassion envers les personnes atteintes de cécité visuelle. Il est à la fois un ophtalmologue de renom et bénévole dévoué au sein de notre association. Lui, c'est le docteur Danny Georges Moine Banguet. Bienvenue dans ce studio, docteur. Merci, parfait. Bon après-midi. Bon après-midi à tous les auditeurs. Merci beaucoup de m'avoir convié à cette émission. Et sans toi surtout très très à l'aise, docteur. On sait que tu n'as pas l'habitude des micros, tu as plutôt l'habitude de ta blouse blanche. Effectivement, effectivement. Alors sans toi, chez nous, chez vous, sans toi vraiment, mais alors vraiment tranquille, nous allons surfer, n'est-ce pas, sur tout ton parcours scolaire, ton cursus scolaire, académique et même professionnel. Et c'est tes motivations qui t'ont poussé, n'est-ce pas, à devenir aujourd'hui un ophtalmologue chevronné, on doit le dire ainsi. Hein. Mais avant de te donner la parole, nous allons d'abord prendre cet extrait que nous allons écouter avec beaucoup d'attention. C'est l'extrait de Eliane Koumial qui a fait un portrait sur votre personne. On prend cet élément et retrouvons-nous juste derrière ceci. Il est né le 17 juillet 1986 à Yaoundé. Le célèbre et éminent docteur Georges Moine, pétri de talent, l'ophtalmologue a dédié sa vie à la lutte contre la cécité, cherchant de jour comme de nuit des solutions pouvant apporter une lueur d'espoir, du sourire sur le visage de ceux-là qui ont perdu la vue. Georges fait ses études primaires à l'école publique francophone de Bastos et obtient son certificat d'études primaires élémentaires en 1996. Il poursuit avec ses études secondaires au collège Alfred Saquet de Douala et décroche en 2003 son baccalauréat série D, période à laquelle il fait la rencontre de Christian Kwesi qui perdra la vue 4 ans plus tard. La perte tragique et inopinée de la vie de Christian fait changer le regard et la perception de Georges, y compris sa vocation. Il se révèle alors en lui une passion pour la médecine oculaire et un désir ardent de lutte contre la cécité. C'est ainsi qu'en 2004, à Dakar, au Sénégal, il intègre la prestigieuse université de Cheikh Anta Diop en faculté de médecine. En 2011, il soutient avec brio sa thèse de doctorat et obtient la mention très honorable. Thèse qui dédie bien sûr à son ami et frère Christian Kwesi. Pour renforcer ses capacités et sa compétence, il effectue diverses formations et obtient un diplôme spécialisé en ophtalmologie, un diplôme d'adaptation des lentilles de contact obtenu à l'université de Versailles, Saint-Quentin en Yvelines, ainsi qu'un Certificate of Achievement en médecine tropicale de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Son expérience élargie l'amène à exercer depuis 2014 à la clinique La Cérisée du côté de Bonapriso en tant qu'ophtalmologue chirurgien.
Au-delà de sa fonction, le docteur Georges Moine se distingue également par sa dimension humaniste et socialiste. Il effectue d'ailleurs des consultations gratuites au sein de l'association Ici et Là-bas et de l'ONG Maola, témoignant ainsi son dévouement et son attachement à la lutte contre la cécité. Sa plus grande satisfaction serait de voir aujourd'hui les déficients visuels être aimés et acceptés de tous. Merci Eliane Koumial, au plaisir de nos auditeurs, il faut le dire. Elle est malvoyante, comme je l'ai dit la dernière fois. Elle est détentrice d'une licence bilingue, d'un CAPIEM, institutrice également, et elle s'est inscrite cette année même à l'université de Douala en filière de communication. Il faut également noter qu'elle est notre stagiaire en communication à l'association Ici et Là-bas. Merci Eliane. Alors, docteur, nous nous tournons vers vous. Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans cet élément qui était prévu à votre endroit? Merci déjà encore, parfait. Merci beaucoup à Eliane. Je suis assez impressionné en fait des éléments qu'elle a donnés. Je me demande comment elle les a tous eus. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments que je pense que je n'avais pas donnés. Mais bon, je suis vraiment impressionné et c'est à peu près ça. C'est vraiment ça, disons ça comme ça. Disons que les manquements, nous allons les ajouter pendant nos échanges, il faut le dire ainsi, docteur. Alors, docteur, dis-nous, parle-nous de ton parcours après ton obtention au baccalauréat série D en 2003, c'est bien ça? Oui, 2003. Voilà. Tu te lances comme ça dans la filière médecine, c'est bien ça? Effectivement. Alors, parle-nous de ce parcours, docteur. En fait, parfait, il faut déjà savoir que moi, la médecine, je la connais quand même depuis un moment. Parce que je suis né de parents médecins. Mon père et ma mère étaient médecins. Donc, c'est un monde dans lequel j'ai toujours plus ou moins baigné. Donc, c'était déjà dans tes gènes, quoi. Les gènes, je ne sais pas. Bon, c'est sûr que j'étais déjà baigné dessus parce que nous avions les livres médicaux à la maison. Il y avait toujours 1 ou 2, 3 échantillons médicaux qui traînaient, des stylos avec des noms de médicaments. Donc, très vite, on était déjà imprégnés. Certaines fois, les parents devaient consulter certaines personnes de la famille, peut-être à la maison, vite fait. Mais c'est ça, en fait, qui me décide à faire médecine. Oui. Parce que j'ai aimé la médecine déjà très tôt. Donc, c'était une passion. Comme on le dit souvent, la passion est l'élan qui génère la vie et lui donne un sens. L'a dit Higgins. Alors, maintenant, docteur, vous savez, cette émission... Le but également, c'est d'amener les jeunes qui nous écoutent en ce moment de ne pas perdre leur passion, de ne pas perdre espoir à la vie, qu'ils doivent suivre des exemples de ces personnes qu'on va dire qu'elles ont réussi. Donc, c'est la raison pour laquelle nous revenons encore de bout en bout sur votre parcours, je dirais, alléchant. Donc, si on peut se permettre que vous nous donniez le nom de papa ou de maman, parce que c'est un parent, c'est un patient qui nous écoute pourrait certainement bien le reconnaître. Bon, mon père, c'est le docteur Mbangue Rudolph. Docteur Mbangue Rudolph. Bonsoir, papa Mbangue Rudolph. Je sais que papa nous écoute en ce moment. Il est certainement très fier de son fils. Et ma mère, c'était, parce que je parle d'elle au passé, elle est décédée il y a déjà 4 ans cette année. Oui. C'était le feu docteur Mbangue Madeleine. Docteur Mbangue Madeleine qui était à l'époque au numéro 2 de l'hôpital à Kentini, il faut le dire ainsi. Paix à ton âme, maman Mbangue Madeleine, que ton âme repose en paix. Mais ne dit-on pas souvent que les morts ne sont pas morts. Du haut de son ciel, elle voit les œuvres de son fils continuer en elle. Alors, docteur, nous revenons encore à toi. Alors, maintenant, lorsque tu as fait le concours de CUS, comment ça s'est passé à l'époque? Le concours s'est plutôt bien passé. Je crois que je l'ai passé à l'écrit. Oui. À l'écrit, j'ai eu l'examen de la fac de médecine de Yaoundé à l'écrit, l'ex-CUS. Je crois que c'est à l'oral que j'ai eu des soucis. Oui. Parce qu'à l'oral, je me rappelle plus très bien les questions qu'on avait posées, mais je pense ne pas avoir bien répondu à 1 ou 2 questions. Ce qui m'a fait d'emblée rater le concours à l'oral. Il était prévu que je repasse le concours l'année qui suivait. Finalement, ma maman allait à une conférence au Sénégal et elle avait déjà entendu parler de la fac de médecine du Sénégal. Oui. Et elle m'a dit, comme elle y va, elle va voir s'il y a des possibilités d'envoyer mon dossier pour que je sois intégré de ce côté. Oui. Donc, ce qui a été fait, et je crois à peu près 2-3 mois plus tard, j'ai reçu un message comme quoi j'avais été accepté à la fac. Et c'est comme ça que au mois de décembre, si je me souviens bien, c'était le 15 décembre 2003 que je m'envole pour le Sénégal pour aller faire mes études.
Wow. Oui, en ayant commencé même déjà la fac ici à Douala. Oui, en faculté de biochimie. Biochimie. Oui, j'avais commencé la première Et année. donc, après 7 ans de médecine au Sénégal, qu'est-ce qui te pousse maintenant? Parce que pour être ophtalmologue, il faut d'abord passer par les généralités. C'est bien ça, je ne suis pas médecin. Voilà. Donc, alors, parle-nous de ce parcours parce que voilà, le but ici, comme je l'ai dit, c'est d'éclaircir la lanterne de nos auditrices et nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment. En fait, donc, comme je dis, je vais en 2003, je fais dans le cursus de médecine générale, oui, qui s'achève en 2011 par ma soutenance de thèse de doctorat de médecine générale. Et je me souviens, quand je soutiens, j'avais dit à mes parents que je veux rentrer. Je trouve que c'est bon, j'ai déjà assez fréquenté. Oui. Et mes parents me disent non, il faut que tu te spécialises et il faut que tu choisisses une spécialité. Je me dis, j'ai quand même la chance d'avoir des parents médecins, ils vont me dire quelle est la meilleure spécialité. Bien sûr, bien sûr. Mais mes parents me disent non, c'est à ton choix, parce que c'est une carrière que tu vas embrasser. C'était très bien pensé. Voilà. C'est une carrière que tu vas embrasser toute ta vie. Il faudrait que tu choisisses toi-même et que tu saches comment ça se passe, en fait. Et ça, il m'en parle quand je dois être à peu près en 5e année de médecine, parce que à peu près par là. Oui. Dans l'avantage à Dakar, en 6e année, vous avez des stages qui sont des stages dits optionnels. Oui. C'est vous qui choisissez à peu près les services où vous pensez n'avez pas fait des cursus à être passé déjà. Parce qu'il y a des stages qui sont dits obligatoires, la gynécologie, la pédiatrie. Maintenant, vous avez des stages où c'est des spécialités qui ne sont pas forcément prises en compte dans le cursus de médecine générale. Donc, moi, j'opte pour l'ophtalmo. Pour l'ophtalmo. Oui, j'opte pour l'ophtalmo parce ça, c'est après l'obtention de votre doctorat, c'est bien ça? Oui. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, j'opte pour l'ophtalmo. J'opte pour l'ophtalmo et je vais d'abord pour un stage, en fait. Donc, quand je vais pour un stage, la chance a voulu que je sois très, très, très bien accueilli par le chef de service. Et celle qui était, entre guillemets, l'assistante du chef de service, dont une autre prof, une ophtalmo également, qui d'emblée m'a considéré comme son fils. Wow. Sincèrement, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, peut-être je lui rappelais quelqu'un, jusqu'aujourd'hui, je me suis toujours posé la question. Donc, c'est un des éléments qui me fait prendre déjà ça en considération. Deuxième chose, quand je suis en 4e année, on découvre une maladie à mon papa qui est le glaucome. Oui. Qui est une affection qui est potentiellement cécitante. Oui. Je lis dessus et je me dis, mon père a quand même une maladie que je pense que j'aimerais soigner plus tard. Donc, c'est une des options. Et effectivement, je crois que c'est vers la 4e, également 5e année que Christian Kwesi, mon ami, avec qui j'ai fait un long parcours. Un long parcours scolaire au collège Alfred-Sacker, oui. Qui m'annonce qu'il a perdu la vue et qu'il est dans une incapacité de continuer son cursus de manière normale comme nous, en fait. Donc, ce sont ces 3 éléments qui me disent, mais tout te ramène à l'œil. En fait. Il faut que tu ailles de ce côté et voir qu'est-ce que tu peux faire, quelle pierre tu peux mettre à l'édifice pour que le problème de cécité soit réglé, en fait. C'est le lieu de le rappeler. Christian Kwesi était l'invité de samedi dernier, il faut le dire. Notre invité qui était non-voyant, président de l'association ici et là-bas, qui a perdu la vue de manière brutale un de ces 4 matins. Et aujourd'hui, nous avons un ophtalmo avec qui nous allons échanger de bout en bout sur les pathologies, n'est-ce pas, qui minent nos yeux et que nous sommes parfois très, très ignorants. Nous faisons déjà comme ça un clin d'œil à Monsieur Christian Kwesi. Et comme docteur le disait, voilà les raisons qui l'ont poussé à se lancer aujourd'hui dans l'ophtalmologiste, notamment le glaucome qui a été dépisté chez son papa, et ensuite son camarade et ami et frère qui a perdu brutalement la vue comme ça. Voilà ainsi comment il se retrouve finalement en train d'embrasser avec beaucoup de passion le métier d'ophtalmologiste. Alors, docteur, je vous reviens, c'est pas fini. Restez bien scotchés, amis auditeurs, il n'y a que des choses à découvrir dans cette édition. C'est ça, Inclusive, nous sommes là pour apprendre tous les jours et nous ne voudrions rien laisser. Toujours en compagnie de notre médecin, nous allons attaquer un autre sujet. Alors, après, il faut dire ici, docteur, c'est combien de temps de spécialisation pour être ophtalmologue après l'obtention de son doctorat? Ça vous prend 4 ans. 4 ans? Oui. Donc on a là au total 11 années d'études. Mon Dieu, que c'est beaucoup. Nous ne comprenons pas là qu'être docteur, c'est pas du tout chose aisée.
Alors, et après 4 ans, pourquoi vous n'avez pas pensé aller aussi au Canada, aux États-Unis, en Europe, comme plusieurs médecins le font, question d'avoir une vie bien meublée, bien remplie de ce côté? Qu'est-ce qui vous pousse à revenir au Cameroun? Je pense que vie bien meublée, je pense que ça dépend de tout un chacun. Ouais. Chacun a plus ou moins ses objectifs dans la vie et chacun se donne une conduite à tenir, une ligne, un chemin de vie, à mon avis. Oui. Moi, le mien n'a pas été d'aller en Europe. C'était pas ça le but. C'était vraiment, comme je vous ai dit, déjà dès la médecine générale, j'avais déjà eu l'idée de rentrer. Parce que je me disais, bon, l'avantage peut-être, je voyais mes parents qui étaient médecins ici. Je ne dirais pas qu'ils roulaient sur l'or, mais il y avait de quoi manger. Il y avait des gens à soigner. Vraiment, je voyais qu'il y avait vraiment du monde. Il y avait du monde à soigner. Et quand j'ai terminé mes études, j'ai même trouvé un boulot au Sénégal. J'ai même commencé à exercer au Sénégal. Wow. Et après, j'avais postulé entre-temps pour du boulot au Cameroun, où j'ai été appelé à la Cerisay, qui m'a proposé du boulot. Je me suis dit, bon, c'est une perche qui m'est tendue. Oui. Ça me permet de rentrer. Ayant déjà un boulot, je n'aurais pas à chercher comment faire, où m'installer, où intégrer. Oui. Et c'est comme ça que je décide de rentrer. Clin d'œil au docteur Manga, qui, n'est-ce pas, vous a recruté comme ça à la clinique située à Bonapriso, où jusqu'aujourd'hui vous exercez en qualité d'ophtalmologue et en plus chirurgien. Mais est-ce que vous avez directement commencé comme ophtalmologue chirurgien? Oui, puisque la formation inclut, dans la formation d'ophtalmologiste, vous inclut la partie médicale et la partie chirurgicale. Maintenant, vous avez des sous-spécialités qui peuvent être faites. Maintenant, ça dépendra de ce qui peut vous intéresser. Parce que l'œil, on le voit petit, mais c'est un organe comme tous les autres, qui a plusieurs parties, qui a plusieurs composantes. Et vous pouvez décider de vous spécialiser dans une ou autre partie, une ou deux, trois, quatre parties de l'œil. Bon, docteur, je vais retirer mes lunettes. Lorsqu'on parle d'opérer l'œil, est-ce que c'est l'œil exactement qu'on fend ou alors faut nous en dire plus, parce que moi j'ai toujours été surpris lorsqu'on dit la chirurgie ophtalmologiste. Je ne comprends pas comment ça se passe. Bon, je vais parler un peu simple pour ne pas utiliser les termes médicaux. Oui. L'œil, dans ce qu'on appelle l'ophtalmologie, on parle de l'œil et de ses annexes. Tout ce que vous appelez paupières, les cils, les glandes lacrymales sont considérés comme des annexes. Vous avez maintenant l'organe, c'est-à-dire ce qui vous permet de voir l'organe en lui-même qu'on peut toucher, à peu près, si je peux dire ça comme ça, qui est également qui est à part entière, qui fait partie à part entière de l'ophtalmologie. Maintenant, quand on opère, on peut vous opérer l'œil, à proprement parler, on peut opérer la paupière, on peut opérer la glande lacrymale. Donc, effectivement, oui, quand on vous dit qu'on opère un œil, on peut être en train d'ouvrir effectivement l'œil, comme on le dit dans le jargon de la rue. Si oui, bien sûr. Oui, effectivement. Oui. Ça, ça reste un acte chirurgical dans le vrai sens du terme. Oui. Ça alors, il faut dire que la science évolue progressivement. Alors, docteur, nous allons repartir une fois de plus, prendre un élément avec la complicité de la technique, bien sûr, que nous allons écouter attentivement. C'est un élément qui vous conseille toujours, médecin, et nous allons revenir derrière ça pour continuer d'échanger. Retrouvons-nous juste après ceci. Je me nomme Zoufa Dieudonné. Ma maladie a commencé souvent quand je me levais chaque matin. Je regardais la lumière, c'était comme l'arc-en-ciel. Et comme je sors à l'extérieur, je vois le brouillard. Je demande s'il y a le brouillard, on me dit non, mais je vois plutôt le brouillard. Et je me suis dirigé dans un hôpital des sœurs. Ils m'ont donné les premiers remèdes. Les larmes ont commencé à couler comme si c'était le robinet. Et la face faisait violemment mal. Ils ont changé le remède. J'ai pris ce second remède le lendemain, à partir de 8 heures. Mes yeux sont devenus flous jusqu'à 11 heures. Alors, j'ai appelé mon beau. Il m'a dit de lui retrouver à Douala. Je suis arrivé à Douala. Il m'a fait part d'une société qu'on appelle ici, là-bas. Ce sont eux qui m'ont fait part de M. Georges Mbangé. Alors, jusqu'à présent, j'ai fait 1 an et demi avec M. Georges Mbangé. Je vois déjà une nette amélioration parce que avant, je ne pouvais pas mettre le fil dans l'aiguille. Aujourd'hui, je mets facilement le fil dans l'aiguille. C'est pour ça que je sais qu'il y a déjà l'amélioration pour ma santé. Cette amélioration me montre que ce milieu est plus efficace par rapport à là où j'étais au départ. Je dis merci, grand merci
Et je demande grâce à Dieu pour qu'il m'accompagne pour cette guérison. Bonsoir, moi c'est Tuka Dimitri, un des patients du docteur Georges Moin. J'ai fait sa connaissance par l'association ici et là-bas qui m'a permis d'aller me consulter pour le problème optique chez ce monsieur qualifié plein de talent qui, avec une compétence exceptionnelle, il traite ses patients avec douceur et amour. Après cette consultation, ma vision a été refaite à une nouvelle institution grâce au cours des verres qui je souffrais avant d'une maladie d'hypermétropie et d'asthmate cornéen. Aujourd'hui, je me sens parfaitement à l'aise avec mes lunettes et je suis vraiment du wow avec l'acuité visuelle. Merci beaucoup, Dr. Georges. Merci beaucoup à la session ici là-bas. Merci à vous aussi qui avez essayé de me conforter dans ma vision. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Salut, je suis Queen Ndongme Jean, parent de Ndongme Makuete Berakiel. Ma fille, à l'âge d'1 an, avait une tache dans l'œil gauche. J'ai parcouru les hôpitaux sans suite. Un ami m'a demandé de me rapprocher de l'association ici là-bas, d'où cette association a pris connaissance de la situation et m'a conseillé le docteur Georges Moin, ophtalmologue, qui a sans hésitation pris l'enfant en charge jusqu'à guérison. Aujourd'hui, cette tâche n'existe plus. Je lui rends grâce et je vous conseille de rencontrer le docteur Georges Moin pour tout problème lié à la vue. Merci. Bonjour à tout le monde. Ici, c'est pour témoigner la qualité de service du docteur Moin, l'ophtalmologue Moin Georges. Vraiment, j'ai fait un tour, puisqu'ici, je pense que c'est le meilleur. Déjà, la qualité d'accueil, tous les malades qui arrivent sont ses amis. Et maintenant, la consultation, je n'ai jamais vu ça nulle part. Il ne consulte pas avec les mains comme les autres ou les yeux pour regarder à l'intérieur. Il te fait traverser au moins dans 3 appareils pour avoir un résultat. Donc, pour ceux qui ont des problèmes de consultation des yeux, faites un tour, vous n'allez pas regretter. Je suis passé par là. J'ai été satisfait à 110%. Ce n'est pas une publicité. Soyez curieux et vous allez découvrir. Merci. Bonsoir. Moi, je m'appelle Tiani Lazare Pascal. J'ai fait les hôpitaux. Sans suite, j'ai rencontré monsieur Dr Moine Georges par le canal de ici et là-bas. Ils m'ont aidé en m'amenant chez Dr Moine. Franchement, comme je vous le disais tantôt, j'ai fait les tours des hôpitaux. Douala, Komsamba, Bafoussam. Je n'ai pas eu la suite. Depuis 9 ans, j'ai fait 1 an. Je suis allé à l'association ici et là-bas. Franchement, ils m'ont amené là-bas. Monsieur le docteur Moine m'a pris charge. Il m'a opéré. Il m'a vraiment rendu heureux. Présentement, je vois mieux. Docteur Moine, merci beaucoup. Oups, revenu dans ce studio, que de belles paroles, docteur Georges Moine Banguet. Qu'est-ce que ça vous fait d'écouter ces témoignages à votre endroit? Ce sont vos patients, je suppose que vous les remarquez. Ce sont vos patients, du premier au dernier, sont passés entre vos mains et beaucoup d'entre eux perdaient presque la vue. Docteur, qu'est-ce que ça vous fait? Je dis déjà merci beaucoup pour ces patients, vraiment merci du fond du cœur, merci beaucoup. Je pense que ce sont les patients qui nous aident à faire mieux. Je pense sincèrement, je leur suis reconnaissant pour leur témoignage. J'ai reconnu le tout premier patient qui a parlé, je crois que je l'ai vu il y a même 2-3 jours. Voilà, effectivement. Il m'a effectivement dit ça qu'il ne voyait presque plus, il n'avait plus à mettre les pieds dans le fil. Enfin, la phrase ça t'est revenu, effectivement. Directement. Le papa, avant d'arriver à l'association, il était à Balmayo, il allait dans les hôpitaux des sœurs, il perdait pratiquement la vue, il avait mal aux yeux, le visage était enflé. J'ai dit, mais viens à Douala, tu fais quoi? Donc, du coup, lorsqu'il arrive à Douala, j'ai dit, va voir le docteur, j'ai donné le coupon, vas-y. Et Dieu merci, aujourd'hui, papa me dit même comment, tu te souviens à l'époque, il disait comme quoi, non, il ne veut pas les lunettes, et pourtant tu m'avais soufflé derrière qu'il avait déjà 3%, quoi, sa vue, c'était qu'il avait 3% des dixièmes de sa vue. Qui était déjà parti. Quelque chose comme ça. Donc papa était à 2 doigts de perdre la vue. Il y a également le monsieur qui a témoigné pour sa fille, il y a 1 an, qui avait une tache dans son œil gauche, une tache noire. Et la petite aujourd'hui, elle fait le CE1 et elle voit très bien grâce aux soins. Donc vraiment, je pense que c'est des exemples comme ça que nous devrions copier. Il y a le petit parfait également qui était venu vous rencontrer dans votre cabinet. Il y a le chauffeur Tonton Pascal qui avait un œil, qui voyait qu'avait un œil, mais grâce à la chirurgie que vous lui avez administrée, aux soins aujourd'hui, il déclare vraiment être très très heureux et de pouvoir retrouver la vue.
Vraiment, longue vie, docteur, et que de bonnes choses encore à vous. Mais seulement, nous n'avons pas terminé notre émission. On doit encore beaucoup vous titiller les lunettes de vos narines. Alors, docteur, dites-nous, nous allons à présent parler des pathologies qui peuvent facilement conduire une potentielle personne à devenir totalement aveugle. On a souvent tendance à dire, comme nous disons sur vos quartiers, la cataracte, le glaucome. Mais est-ce qu'il n'y a-t-il pas d'autres mots qui peuvent immédiatement amener quelqu'un à perdre la vue? Merci déjà pour la question, parfait. Il y a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Mais il faudrait d'abord savoir une chose. En médecine, en ophtalmo, on parle de cécité réversible et cécité non réversible. Si vous voulez, c'est les curables, les causes de cécité curables et les causes qui sont incurables. Oui. Voilà, c'est-à-dire c'est les causes, il y a des pathologies qui vous entraînent une cécité. Mais lorsque vous avez un traitement, la vue va revenir. Et d'autres où il n'y a plus rien à faire, comme on pourrait dire. C'est-à-dire, on va essayer, entre guillemets, comme j'aurais dit, de limiter les dégâts, tout simplement. C'est le cas, en fait, je prends la différence entre la cataracte et le glaucome. Oui. La cataracte, c'est une cause de cécité qui est curable. Si vous avez une cataracte, effectivement, vous allez certainement perdre la vue lorsque vous la laissez évoluer. Comme on dit, on parle de cataracte mûre. C'est ça le terme qu'on utilise chez nous. À un moment, le patient ne verra plus. Il verra qu'il aperçoit de la lumière sans plus. Mais ce n'est que de la cataracte. S'il se fait opérer de cette cataracte, on lui met un implant à la place, le patient va revoir normalement si la chirurgie s'est bien passée. Oui. Vous voyez, donc c'est une cause de cécité curable. Par rapport au glaucome, qui est à la base une neuropathie, c'est une atteinte du nerf optique, du nerf de l'œil, si on veut dire ça comme ça. Oui. Et là, dans ce cas, lorsque la pathologie évolue, elle s'installe, le traitement vise à stabiliser la maladie, à limiter au maximum l'évolution de la maladie. Mais si vous arrivez en ayant déjà perdu, je dirais 30%, 40% de votre vision, on ne va pas la retrouver. On va se contacter des 60-70% de vision qui vous reste. Oui, c'est ce qui se passe par exemple avec la... Mais qu'est-ce qui peut expliquer ça, docteur? Comme je le dis, là, ce n'est pas le même organe qui est atteint. En cas de cataracte, c'est le cristallin qui est une lentille dans l'œil qui est atteinte. Alors qu'en cas de glaucome, c'est le nerf optique qui est atteint. Vous voyez déjà, c'est deux parties différentes de l'œil qui sont atteintes. Et la plupart du temps, lorsque vous avez une atteinte neurologique au niveau de l'œil, ce sont des causes de cécité entre guillemets qui ne sont pas forcément curables. Voilà. Donc il y a déjà ça. Oui. Donc ce sont les plus connus, la cataracte et le glaucome. Maintenant, vous avez d'autres affections. Vous avez ce qu'on appelle la rétinopathie diabétique, qui est une complication du diabète au niveau de l'œil, qui est une cause de cécité qui est incurable souvent. Voilà, lorsqu'elle est dépistée beaucoup trop tard. Oui. Voilà, c'est une des causes. Vous avez les décollements de rétine qui, lorsqu'ils sont pris en charge tardivement, vont entraîner une cécité qui ne sera plus curable. Vous avez beaucoup de pathologies. Vous avez ce qu'on appelle la DMLA, c'est une dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est une atteinte encore d'une autre partie de l'œil qu'on appelle la macula, d'une partie de la rétine qu'on appelle la macula, qui est la zone centrale de la vision, qui elle également, je veux dire l'avantage ou l'inconvénient, elle est liée à l'âge, comme son nom l'indique. C'est une dégénérescence qui va évoluer de manière progressive à partir d'un certain âge, 55 ans et plus. C'est comme ça. Donc vous voyez que là-bas, c'est pareil. Donc il faut bien distinguer tout ça. Ne dit-on pas souvent que mon peuple périt faute de connaissances, docteur? Docteur, est-ce que ce qu'on mange pourrait également affecter la vue d'un être humain? Oui, puisque vous avez des pathologies qui entraînent des toxicités. On a bien une pathologie en ophtalmo qu'on appelle la neuropathie toxique. C'est-à-dire des gens qui consomment des aliments qu'il ne fallait pas consommer ou avec certains produits chimiques, certains alcools même. Ça va entraîner une destruction de votre nerf optique, oui. Les alcools frélatés et tout ça va entraîner une destruction de votre nerf optique et qui peut potentiellement également vous rendre aveugle lorsque c'est dépisté beaucoup trop tard dans l'alimentation. Mais en inverse, vous avez également des aliments qui sont protecteurs, qui vont aider pour l'amélioration visuelle. Voilà. Bon, quels sont ces aliments, par exemple? Les aliments déjà qui exposent un homme à une éventuelle cécité et les aliments qui protègent plutôt la vue. Bon, les aliments qui, je ne vais pas tous les citer, parce que vous en avez beaucoup. Vous avez, comme j'ai parlé d'abord de l'alcool, finalement, de l'alcool qui est mal dosé, les alcools frélatés. Vous avez tout ce qui est produits toxiques. Vous avez du méthanol, vous avez de l'éthylène, vous avez du benzène. Ce sont des produits qui, lorsqu'ils sont consommés, peuvent entraîner une toxicité au niveau de l'œil également. Vous avez même certains médicaments, certains antituberculeux qui entraînent des complications au niveau oculaire. Voilà, lorsqu'ils sont pris à des fortes doses, ils sont mal pris. C'est pour ça qu'on demande, par exemple, en cas de tuberculose, avant d'instaurer un traitement,
le patient doit voir l'ophtalmo pour qu'on voie déjà son état visuel avant la mise en route du traitement, pour se rassurer que le produit qu'on va lui donner, on va lui administrer, ne sera pas toxique pour sa rétine. Ça, c'est parmi les produits qui sont toxiques. Oui. Maintenant, les produits protecteurs, on va vous dire tout ce qui est riche en vitamine A, en vitamine E, les oméga 3. Vous avez donc tout ce qui est carottes, tout ce qui est tomates, tout ce qui est fruits secs, donc les noix de cajou, les arachides grillés, beaucoup de légumes, des légumes frais. Mais quand je parle des carottes, des tomates, c'est bien entendu cru, parce qu'une fois que ça passe à l'état cru, à l'état de chaleur, vous perdez toutes ces vitamines, sont détruites par la chaleur, en fait. Donc, il faut un peu retenir ça. Par cette occasion, nous faisons un gros coucou comme ça à Madame Lomogo, que nous aurons d'ailleurs l'occasion d'avoir sur ces antennes pour nous en dire plus sur les éléments nutritionnistes. Alors, docteur, nous vous avons plusieurs fois vu aux côtés de l'association ici et là-bas pour des campagnes de consultation ophtalmologique dans des écoles d'enseignement d'éducation de base. Question ici de prévenir la vue chez les tout-petits, parce que comme nous le savons souvent, au Cameroun, nous n'avons pas toujours la culture de faire consulter les enfants. On se rend compte que certaines pathologies commencent étant plus jeunes, et les parents qui n'ont pas soit souvent les moyens pour amener les enfants à l'hôpital, soit n'ont pas du tout cette culture. C'est comme ça qu'au fil du temps, l'enfant se trouve complètement aveugle, comme on dit souvent. Et depuis que nous faisons ces campagnes de sensibilisation avec vous, docteur, on se rend compte qu'il y a plein d'enfants comme ça que vous détectez, soit suspicion de glaucome, soit je ne connais pas toutes les autres pathologies. Et par la suite, on les oriente vers votre cabinet pour un suivi exact. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous motive quand vous voyez ces tout petits que vous détecter des différentes pathologies? Ça vous fait comment de le faire, et quel conseil vous donnez aux parents ou à vos autres collègues ophtalmologues? Bon, première chose déjà, il faut savoir qu'en milieu scolaire, la première cause de baisse d'acuité visuelle, c'est surtout les amétropies. Ce qu'on appelle amétropie, c'est ce qui est myopie, hypermétropie, astigmatisme. Ce sont les principales myopies, amétropies qu'on retrouve chez les enfants. Et c'est souvent ça, en fait, qui est source d'un échec scolaire, d'une mauvaise adaptation à l'école, d'un mauvais apprentissage. Et beaucoup de parents chez nous ici ont tendance à se dire que l'enfant dérange. L'enfant fait ça parce qu'il a vu son ami qui est avec des lunettes. Alors que l'enfant souvent se plaint pendant tout son cursus. Je ne vois pas bien au tableau. Non, c'est parce que tu es distrait. La maîtresse, il a beau dire à la maîtresse, je ne vois pas au tableau, viens t'asseoir devant. C'est quand je faisais le cours, tu étais distrait. Alors que l'enfant se plaint, effectivement, il a vraiment un souci de vision. Et souvent même les parents, à long terme, se rendent compte qu'ils ont vu ça à la maison. L'enfant regarde toujours la télé de très près. On a beau lui dire d'aller s'asseoir un peu plus loin. Mais il a toujours tendance à se rapprocher. Et quand il est loin, il vous dit qu'il ne voit pas. On se dit que c'est parce qu'il veut regarder la télé de près. Alors qu'en fait, non, l'enfant souvent ne voit vraiment pas. Moi, c'est quelque chose qui me choque toujours. Parce que je me dis, il ne faut pas se dire toujours que l'enfant ne fait que des caprices. Il faut qu'on prenne en compte que l'enfant peut vraiment pas voir. Et surtout, il faut regarder, vous observez l'enfant aussi bien en milieu scolaire qu'à la maison. Vous vous rendez compte qu'il a la même attitude. Et là, vous comprenez très vite. Ce ne sont pas toujours des plaintes anodines. Et souvent, ce sont des enfants qui traînent des pathologies pendant des années et des années. Et c'est peut-être plus tard, quand ils ont les moyens eux-mêmes d'aller se faire consulter, ou lorsqu'ils ont une possibilité comme le fait l'association ici là-bas d'une constatation, que les parents se rendent compte que, mais en fait, l'enfant ne voyait pas. Et l'enfant vous dit, oui, je me suis plaint chez maman quand il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 4 ans. Donc, je pense que moi, c'est des campagnes sur lesquelles j'adhère, effectivement, parce que je sais que ces enfants ont beaucoup de problèmes, et c'est souvent des problèmes, entre guillemets, négligés. Alors, docteur, que faire en cas lorsqu'on travaille devant un écran d'ordinateur ou une télévision qui dérange à l'œil? Que faire? Est-ce que c'est des signes annonciateurs d'un problème oculaire, ou alors ça peut être passé? Est-ce qu'il y a des méthodes palliatives à cet effet sans avoir besoin de rencontrer un spécialiste? Bon, il y a forcément des méthodes palliatives. Je vais vous donner la plus connue maintenant, c'est la règle qu'on appelle des 20-20-20. C'est-à-dire, c'est 20-20-20, 3 fois. Oui. Ça 20, veut dire, 20-20. Oui, toutes les 20 minutes, vous faites une pause de 20 secondes et vous regardez à peu près à 20 pieds. 20 pieds, c'est à peu près 5 mètres par là. Oui. Voilà. Ça, il faut faire ça. C'est vraiment, comme j'ai dit, la règle des 20-20-20. Toutes les 20 minutes, vous arrêtez 20 secondes pour regarder à 20 pieds.
C'est comme ça que ça se passe. C'est déjà une méthode qui va vous aider de manière, sans aller forcément à l'hôpital, voir est-ce que le souci persiste, est-ce qu'il ne persiste pas. Maintenant, si ça persiste, à ce moment, effectivement, il faut aller en consultation. Parce que les écrans, souvent, que ce soit l'écran du téléphone, l'écran de l'ordinateur, l'écran de télévision, n'est pas forcément protégé. Et les écrans émettent une lumière qui est assez toxique pour la rétine et qui, sur du long terme, peut entraîner dans des complications, dont une hypermétropie, une myopie, ainsi de suite. Donc, effectivement, lorsque vous êtes quelqu'un qui travaille devant des écrans pendant de longs moments, j'ai des patients qui travaillent, ils vous disent qu'ils font 10 heures, 12 heures de temps devant l'écran. Mon Dieu. Parce que c'est leur travail. L'ordinateur fait entièrement partie de leur outil de travail. Je vois tous les patients qui travaillent dans le secteur bancaire, les informaticiens. Vous n'avez pas demandé à un informaticien de ne pas travailler devant l'écran. Oui. C'est sa profession. Travailler devant l'écran, c'est ça. Mais soit on lui donne des techniques, il faut qu'il mette son écran soit protégé. Il y a des verres de protection lorsqu'il est devant son écran. Ou si jamais il est déjà à un stade où on est obligé de lui prescrire une correction optique, une correction optique adaptée avec une protection si possible. Wow. Ça alors. Merci docteur. Alors dites-nous à présent, docteur, depuis votre parcours, quelles sont certaines difficultés que vous avez eu à rencontrer avec certains de vos patients? Je suppose que vous avez eu des challenges à relever, des difficultés face à certains de vos patients. Et en second plan, qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'un patient va perdre la vue et comment vous lui annoncez cela? Bon, concernant les difficultés, je vais dire quoi? La première difficulté que j'avais eue quand je suis rentré, c'est beaucoup de patients me trouvaient jeune. C'est ça qui est un peu étonnant. Beaucoup de patients trouvaient que j'étais très jeune, qui trouvaient que je n'étais pas en âge de pouvoir les soigner, de pouvoir dépister leur maladie, de pouvoir diagnostiquer, de pouvoir même traiter. Allons jusque-là. C'est ça qui a été le plus grand frein. Je me disais, mais vous voyez, vous avez besoin de faire des preuves parce que, bon, dans la mentalité du patient, le médecin est vieux. Oui, le médecin est vieux. Voilà. Alors que non, le médecin a forcément été jeune avant d'être âgé. Aucun personne ne finit la fac de médecine et il a 70 ans. Je suis désolé. Donc, il a été jeune, il a eu son parcours, mais c'est là où Dr Manga m'a beaucoup aidé parce qu'il m'a fait comprendre qu'il faut faire, c'est une situation et amener le patient en faisant donc des preuves pour lui montrer que je sais, je suis jeune, mais je peux vous montrer ceci, je peux apporter ceci et c'est sur le terrain, comme on dit, c'est au pied du mur qu'on juge le maçon. Oui. C'est quand vous l'avez traité une fois, il vous donne une chance, une première fois, une deuxième fois, il se dit, bon, finalement, j'adhère, vous êtes plutôt bon. C'est à peu près comme ça que ça se passe. C'était la première difficulté. Oui. La deuxième difficulté que j'ai eue au début, je suis originaire du littoral, je suis de Douala. Oui. J'ai beaucoup de patients qui arrivaient et des personnes âgées qui avaient tendance à me parler en Douala. Je ne comprenais pas bien le Douala quand je venais d'arriver. Donc, dès qu'ils entendaient, je me présentais. Dès qu'ils entendaient mon nom, la maman commençait directement à parler en Douala. Donc, très vite, il a fallu que je me mette au coup de Douala pour comprendre. Et ça vous a fait du bien. Oui, non, franchement, je me dis, on aura beau dire, ça fait quand même du bien aux patients de voir que le médecin parle dans sa langue. Il se dit que oui, bon, ça c'est... Dès que ça change directement la connotation de la consultation. D'emblée, il va vous appeler mon fils, ma fille. Directement, oui, papa. Ça change directement. Il y a une certaine complicité qui s'installe d'emblée. Le patient vous s'ouvre beaucoup plus. C'est-à-dire, s'il venait pour l'heure, il va commencer à vous dire, vous savez, même j'ai les rhumatismes, j'ai mal à l'orteil, je n'ai pas bien dormi. Ça rapproche, on aura beau dire, ça rapproche beaucoup. Quelle autre difficulté? Bon, pour moi qui suis dans le secteur privé, dans la médecine, dans le secteur privé, vous avez quand même certains patients qui se font consulter à l'étranger. Oui. Bon, ils estiment souvent que ici c'est une médecine au rabais qu'on leur propose. Les médecins ici ne sont pas compétents. Donc, vous avez l'impression que vous devez toujours leur faire des preuves pour leur montrer que non, je suis aussi bon. Ce que vous avez vu faire ailleurs, nous aussi on peut le faire et tout. Donc, il a fallu quand même du temps pour que cette routine, pour que cette confiance s'installe avec les patients. Ce sont les principales difficultés que j'ai eues. Oui, il faut d'ailleurs rappeler ici que vous êtes tout le temps en Europe, en France, en Belgique, au Luxembourg, pour des séminaires liés à votre profession. Parlez-nous-en, comment ça se passe quand vous êtes? C'est pour des formations, c'est des séminaires, vous ramenez des appareils, des nouvelles technologies, ça se passe comment? Bon, première chose, parfait. Ça me fait un peu bizarre quand vous dites en Europe, parce que même en Afrique, il y a ces formations. Ça se passe partout. Vous en avez au Sénégal, en Rwanda, en Afrique du Sud, partout, vous en avez partout. Il y a ces séminaires. L'ophtalmologie, c'est-à-dire le secteur même médical en général, nous sommes organisés par société. Vous avez la Société camerounaise d'ophtalmologie, la Société sénégalaise d'ophtalmologie, la Société française d'ophtalmologie. Toutes ces sociétés ont des congrès, ont des formations qui peuvent vous offrir de ça et là. Donc, lorsqu'on se déplace par rapport à ça, ça peut être pendant un congrès scientifique qui est organisé. Vous avez aussi bien des séances de travail.
vous avez des présentations de travaux, c'est-à-dire une équipe a fait un travail, je dis n'importe quoi, vous allez en France, une équipe de tel CHU a fait un travail sur une chirurgie du glaucome, ils vous présentent leurs travaux, voici la technique qu'ils ont utilisée. Vous dites, ok, moi si je vais apprendre cette technique, je vais la faire chez moi et voir est-ce que les résultats seront les mêmes. Vous voyez, vous avez ça. Vous pouvez aller et vous dire, ok, pendant cette conférence, il y a des formations, on vous apprend comment utiliser le laser, ceci, comment faire une échographie de l'œil, comment faire ainsi de suite. Vous partez plutôt pour la technicité en ce moment. C'est-à-dire apprendre à faire une échographie, apprendre à prescrire des lentilles de contact comme je l'ai fait, ainsi de suite. Oui. Donc, ce sont toujours des formations continues, en fait. Et c'est quoi les lentilles de contact, docteur? Les lentilles de contact, c'est un dispositif optique qui, à la différence des lunettes, est appliqué directement sur l'œil, sur la cornée, la face antérieure, la partie antérieure de l'œil. Ah bon? Oui, c'est ça la différence. Wow. C'est-à-dire, c'est toujours un dispositif optique, comme les lunettes, c'est un dispositif optique qui permet de mieux voir. À la différence que la lentille, elle est adaptée directement au contact de l'œil. Et ça se fait ici? Ça se fait ici, il y a des gens qui en portent. Wow. Il y a des gens qui en portent. C'est un dispositif de correction optique. Oui, oui. Waouh, super, docteur, très alléchant votre parcours. Alors, dites-nous, docteur, quels sont vos projets à court terme, à moyen terme et à long terme? Comme on dit, je vais essayer d'être à court terme. Long terme, je ne sais pas, parce qu'on dit, il ne faut pas vous vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Oui. Donc, les projets à long terme, je préfère un peu mettre le joker dessus. Mais à court terme, déjà, bon, là, j'entrevois de faire une sous-spécialité. Je suis principalement intéressé par le glaucome et l'ophtalmologie pédiatrique. Oui. Donc c'est ça qui m'intéresse vraiment. Pédiatrique aussi, oui. Donc chez les enfants. Chez les enfants. Parce que je trouve que chez les enfants, vous avez beaucoup de pathologies qui ne sont pas souvent très bien gérées, très bien comprises, même par les ophtalmos, parce que on aura beau dire, comme on nous avait dit en cours de pédiatrie, l'ophtalmologie n'est pas un petit... La pédiatrie, ce n'est pas l'étude des petits adultes. Il faut savoir ça. L'enfant n'est pas un petit adulte. C'est pas parce que ce qui est adapté chez l'adulte, vous diminuez juste la dose et vous le donnez à l'enfant. Non. L'enfant, c'est tout un autre système, c'est tout un autre appareillage, c'est tout un autre organe. Donc, vraiment, c'est les pathologies de l'enfant ne sont pas forcément les mêmes pathologies de l'adulte. Et souvent, l'enfant même traîner ces pathologies de l'enfant jusqu'à l'âge adulte, avec plusieurs étapes, plusieurs variations même de sa pathologie. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse bien. Wow. Et le glaucome, bien entendu, comme je vous ai dit, par mon papa. Et je trouve que c'est une pathologie ophtalmologique qui est toujours, jusqu'à présent, qui n'est pas très maîtrisée. Oui. C'est-à-dire, nous avançons encore à tâtons, c'est-à-dire, les causes ne sont toujours pas très bien connues, les facteurs favorisants sont plus ou moins maîtrisés, la technique de contrôle n'est pas forcément, le rythme de suivi, ça va vraiment au pif. Ce qui est fait chez les anglo-saxons, chez les francophones, c'est pas toujours la même chose. Donc, il n'y a pas encore vraiment de vrai consortium là-dessus. Une autre question, docteur, nous le disons souvent, mais nous n'avons pas la science infuse. Est-ce que le glaucome est-il héréditaire? Oui, je dis bien oui. Il y a une grosse composante génétique. Maintenant, il faudrait savoir, quand on dit héréditaire, vous avez un caractère dominant, un caractère récessif. Et en cas de glaucome, il faut savoir quel gène est atteint pour que vous sachiez exactement comment gérer les choses. Donc c'est surtout ça, parce qu'effectivement il y a le caractère génétique qui est dessus et il faut, c'est ça, si vous avez un parent qui a un glaucome, nous ça, dans l'interrogatoire du glaucomateur ou chez un patient qui ont des pistes en glaucome, systématiquement on a tendance à se demander est-ce qu'il a des parents à lui qui ont un glaucome ou alors est-ce qu'ils ont des parents dans sa famille qui ont eu à perdre la vue. Parce que chez nous le glaucome, comme c'est pas une maladie forcément douloureuse, c'est une maladie qui est souvent assez mal connue. Donc, beaucoup de patients ont dit, oui, j'ai mon oncle maternel qui avait perdu la vue, j'ai le frère de mon père qui a perdu la vue et tout, mais bon, lui, il ne sait pas que c'est le glaucome. C'est nous qui disons que bon, ça pourrait être, ça pourrait ne pas être. Et on se rend compte que bon, c'est un facteur favorisant parce que la plupart des patients, vous avez quand même des antécédents de cécité dans la famille. Ça alors, docteur, un dernier conseil, que diriez-vous à la jeunesse tout entière qui vous écoute en ce moment? La jeunesse qui aimerait se lancer dans les métiers de la santé, surtout en ophtalmologiste? Déjà, il faut savoir que le métier de la santé, c'est un métier... les études déjà médicales, nous commençons par là, sont des études qui sont longues. Il ne faut pas qu'on se mente là-dessus. Il faut être prêt. Parce qu'elles sont longues, elles sont très difficiles. Sincèrement, elles sont très difficiles, mais on y arrive. Il y a des médecins partout, on y arrive. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il faut beaucoup d'abnégation, de résilience et beaucoup de volonté, surtout, pour y arriver. Elles sont longues, mais elles sont passionnantes. Sincèrement, elles sont très passionnantes et
Je dirais aux jeunes qui veulent se lancer, allez-y, on a toujours besoin de médecins, il n'y en a pas assez. Il n'y en a vraiment pas assez. Et surtout, nous, encore en ophtalmologie, nous ne sommes pas nombreux. Oui, ça c'est clair. Nous ne sommes pas nombreux. Il y a vraiment beaucoup de patients. Et plus on est nombreux, je pense que c'est ce qui ferait notre force, de manière à ce que nous aussi, les ophtalmologistes du Cameroun, nous soyons au devant de grandes réalisations, tout simplement. Merci, docteur. Merci d'être passé par ici. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous aimerions vous avoir comme consultant ophtalmologue ici à l'émission Inclusif. N'hésitez jamais de passer par ici, nous dire bonjour. Et quand vous pouvez, donnez-nous toujours un conseil susceptible de nous aider et d'avoir toujours nos yeux en bonne santé. Je ne saurais clore cette émission sans dire merci à tous ceux qui ont écouté avec beaucoup d'intérêt cette émission. Restez toujours scotchés sur les programmes de la meilleure des radios, Jambo Radio. Merci à tous ceux qui nous reconnaîtront à la maison. Merci comme ça à Monsieur Ndjoufak, qui est un auditeur fidèle de l'émission Inclusif. Merci à mon ami personnel, Becus Tonier, qui est très scotché en ce moment. Docteur, est-ce que vous voulez dire bonjour à quelques personnes? Je dirais bonjour à mes collègues de la série Z. Oui. Albertine, Marthe, Javette, à mes collègues de la série Z également, Dr Zobor, Dr Oum, Dr Manga. Sans publicité, parce que nous ne voudrions pas nous faire doser les doigts par Monsieur Gérard. Merci à toute l'équipe de l'émission Inclusif. Merci à Anno Nyossi qui a assuré la mise en onde et la réalisation de cette émission. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour le même programme, pour le même bonheur. Bon samedi et à samedi. Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap.